Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons maintenant Mathilde Causse, qui est directrice de recherche à l'unité de génétique et d'amélioration des fruits et légumes d'Avignon. Elle dirige un groupe de recherche sur la génétique des tomates et elle a beaucoup travaillé sur la qualité, sur les gènes de qualité de la tomate. Et donc, elle est tout à fait la mieux placée en France pour nous parler de la tomate. Alors, comme vous savez, la tomate est le légume le plus cultivé dans le monde. C'est aussi un des plus populaires du fait de sa grande diversité. Et donc, nous traversons l'Atlantique pour aller étudier ses origines. Donc, Mathilde, je te laisse la parole. Bonjour et merci. Donc, je vais partager mon écran en espérant que ça marche aussi bien que tout à l'heure. Euh, oups. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran en grand écran? Je masque juste la petite vignette. Ça Voilà. marche. C'est bon? Très bien. Donc, je vais vous parler de la tomate, de son histoire depuis la domestication en Amérique du Sud jusqu'à la sélection moderne. Donc, comme l'a dit Noël, la tomate est le légume le plus consommé au monde aujourd'hui, avec une production mondiale qui frise les 200 millions de tonnes en 2020 et une espèce qui est cultivée désormais dans le monde entier, avec la Chine qui est devenue le premier producteur mondial depuis une dizaine d'années. Euh, Sinon, une grande production également en Amérique du Nord et en Europe. En France, on est plutôt un petit producteur puisqu'on ne produit que 680 000 tonnes et avec une production essentiellement dans la zone sud-est et puis dans la zone de l'ouest de la France. Alors, la tomate est un légume aux usages très diversifiés, avec deux grands types d'usages. Environ trois quarts de la production est destinée au marché de frais, donc où la tomate est vendue en frais, et un quart est destiné à la transformation pour faire du ketchup, des tomates en conserve, etc. On a également une très grande diversité de types de cultures. Essentiellement, on est parti d'une culture de plein champ qui était tutorée ou non tutorée, à une culture ensuite sous abri à partir des années 60-70 avec des abris froids sous tunnels plastiques, puis des serres qui se sont démocratisés avec une culture d'abord en pleine terre. Et aujourd'hui, en Europe, et en Europe du Nord, on a essentiellement une production sous serre en culture hors sol, comme on le voit en bas à droite, avec une culture qui va durer 11 mois de l'année. Diversité de cultures suivant qu'on est pour le frais ou pour la transformation. Pour la transformation, la tomate est uniquement cultivée en plein champ avec une croissance de type qu'on appelle de type déterminé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tutorer la plante et qu'on va avoir une croissance, une petite plante qui va faire un buisson avec quelques bouquets et des fruits qui vont plutôt mûrir tous ensemble. Et la plante va ensuite être récoltée mécaniquement, comme on le voit sur la photo, avant d'être transférée dans l'usine. Mais d'où vient la tomate et sa très grande diversité? Donc, la tomate fait partie de la famille des Solanacées. C'est une très grande famille avec 94 genres, incluant le tabac, le piment, comme on le verra plus tard, mais surtout le genre Solanum. Donc, 1700 espèces font partie de ce genre, dont la pomme de terre, Solanum tuberosum, la tomate, Solanum lycopersicum, ou l'aubergine. Et puis aussi des plantes ornementales ou certaines même qui sont toxiques. Alors, la tomate fait partie d'un groupe d'une quinzaine d'espèces. Donc, Solanum lycopersicum, la tomate cultivée, est très proche de trois espèces à fruits rouges ou oranges
Et notamment, je vais beaucoup parler de Solanum pimpinellifolium, qui a des fruits de la taille d'une groseille, et on considère que c'est à partir de cette espèce que la tomate a été domestiquée. Mais on a aussi un ensemble d'une douzaine d'espèces qui sont répertoriées là sur la figure, qui se croisent relativement facilement avec la tomate cultivée et qui ont été très utiles à son amélioration. Alors, à partir de 1835, Charles Darwin, au cours de son voyage en Amérique du Sud, a ramené des variétés, des accessions de tomates des îles Galapagos, et notamment Solanum galapagense et Solanum chessmaniae. Et ces deux espèces sont des sources de tolérance à la salinité et de teneur en arômes et en sucre particulièrement intéressantes. Mais ce n'est pas à partir de cette espèce donc que la tomate a été domestiquée, mais bien à partir de Solanum pimpinellifolium. Et si je retrace très rapidement tous les travaux d'études de la domestication qui ont été réalisés à partir de marqueurs moléculaires, de marqueurs d'abord des protéines, des isozymes, puis des marqueurs de l'ADN, et plus récemment du séquençage intégral du génome d'un certain nombre d'accessions qui nous viennent d'Amérique du Sud, on a pu retracer toute l'histoire de la tomate, depuis les précurseurs, donc Solanum pimpinellifolium, au nord de l'équateur, mais aussi au Pérou. Et c'est à partir de ces accessions qu'il y a eu une première domestication qui a conduit à des variétés de type de tomates cerises, donc Solanum lycopersicum de type cérasiforme. Et ensuite, il y a environ une dizaine de milliers d'années, la tomate a migré vers le nord, vers le Mexique, où il y a eu une deuxième domestication et une deuxième diversification. Voilà. Et donc, c'est à partir de la conquête du Mexique donc, que les conquistadors ont découvert une très grande diversité de tomates qui étaient cultivées dans des jardins potagers autour de ce qui deviendra plus tard Mexico, et qu'ils ont ramené ces graines en Europe. Donc, ils ramènent des graines en Europe au XVIe siècle. On a les premières traces dans les herbariums, dans les premiers dessins, disons, de tomates qui s'appelaient la pomodoro à l'époque, la pomme d'or. Et pendant longtemps, donc du XVIe siècle au XIXe siècle, il y a eu une phase de dispersion dans les jardins botaniques et d'observation, parce que pendant longtemps, on a considéré la tomate comme un poison. C'était plutôt une plante ornementale. Puis, elle est devenue à usage pharmaceutique, puis elle a été utilisée comme condiment, essentiellement en Italie et en Espagne. Ici, on a aussi une très jolie représentation de tomates qui date du XVIIe siècle. On a des traces au cours de la Révolution française que les Marseillais font découvrir les tomates aux Parisiens. Donc, elle était déjà cultivée dans le sud. Et en 1803, dans la physiologie du goût, Brillat-Savarin cite la tomate comme un condiment possible. Aux États-Unis, en 1824, Thomas Jefferson, donc le président des États-Unis, mange une tomate crue devant la foule qui paraissait assez écœurée. Et on a encore des enregistrements audio de cette séquence parce que c'était passé à la radio. Ensuite, au 19e et début du 20e, surtout, la culture de la tomate va se démocratiser. Elle est cultivée dans les ceintures vertes des villes, en grande partie pour l'autoconsommation ou bien destinée au marché de proximité. Elle était plutôt consommée fraîche ou cuite dans le sud, et on aimait plutôt les tomates assez vertes, et plutôt en condiment ou en sauce dans le nord, parce que les fruits arrivaient plutôt trop mûrs. C'est aussi le début, au XIXe siècle, le début de la sélection, et on peut voir dans le catalogue des potagères de la maison Andrieux-Villemorin donc l'évolution du nombre de variétés au fil des ans. On a également le développement de la tomate de primeur qui va suivre le développement du chemin de fer.
Et par exemple, vers les années, le début du XXe siècle, on a une variété qui s'appelle PLM pour Paris-Lyon-Marseille parce qu'elle était transportée par chemin de fer. À la fin du 19e, c'est aussi la découverte de l'apertisation, donc de la possibilité de faire des conserves. Et donc, le début de production était vendu en frais, puis lorsque la concurrence était trop forte, à l'époque, toutes les tomates étaient cultivées en plein champ, on passait à la conserverie. Donc, on a une organisation nouvelle avec des marchés de gros et avec des usines pour les conserves. Et donc, ça se fait essentiellement dans le sud-est et dans le sud-ouest de la France. Après 1918, on a une production dans les colonies pour augmenter la période de production avec un produit qui arrive sur la métropole, pas de très bonne qualité. Mais en France, les terrains des premières zones de production commencent à s'épuiser. Et puis en 1920, après la Première Guerre mondiale, on tente la commercialisation du jus de tomate avec l'espoir de pouvoir remplacer la consommation du vin. Mais ça n'a pas marché. Alors, début du XXe siècle, c'est le début de la sélection professionnelle aux États-Unis, puis en France. Et donc, les objectifs de la sélection vont évoluer au fil des années et en fonction des différents interlocuteurs. Dans un premier temps, on va s'intéresser surtout au producteur qui veut, lui, du rendement, de la précocité pour arriver rapidement sur le marché, mais aussi une stabilité de ce rendement, une adaptation aux conditions changeantes de production, et puis très vite, les résistances aux maladies deviennent très importantes. Pour le distributeur, il va s'agir plutôt de fermeté, de conservation du fruit, d'aspect, et l'aspect est très important pour l'acheteur qui, lui, s'intéresse à la qualité visuelle. Et puis finalement, en dernier maillon de la chaîne, on va avoir le consommateur qui, lui, attend des bonnes qualités organoleptiques, de saveur, de texture, voire de valeur santé. Donc, on voit qu'on a des critères complexes qui sont élaborés tout au long du développement de la plante et du fruit et qui vont être impactés par l'environnement et les conditions à la fois de production, mais aussi post-récolte. Alors, si on reprend un petit peu l'histoire de cette sélection, dans les années 50, toute la culture est au champ. C'est le début des travaux à l'INRAD sur l'amélioration de la tomate. On a des variétés qui sont très molles, des fruits très mous. On recherche une homogénéité, de la forme et du calibre, et la résistance à l'éclatement quand on a des orages, par exemple, en été. À partir de là, on va commencer aussi à travailler sur les résistances aux maladies. Il faut savoir que la tomate est attaquée par un très grand nombre d'agresseurs, que ce soit des champignons, des virus, des bactéries, des nématodes, des petits vers qui sont dans le sol. On n'a pas de traitement efficace pour toutes les maladies et donc on a très vite recherché des résistances génétiques, donc des résistances dans d'autres accessions. Et il faut savoir que chez la tomate, tous les gènes de résistance proviennent des espèces sauvages apparentées à la tomate cultivée. Certains gènes sont rapidement contournés, d'autres non, donc il faut sans arrêt rechercher de nouvelles résistances aux maladies. Dans les années 60-70, c'est le début des grandes cultures sous abri. C'est le début de la sélection privée également. Et ce sont les premiers hybrides, avec notamment la variété La Montfavet, qui a été sélectionnée, croisée. Le premier croisement date de 1963 et qui a été utilisé surtout pour l'homogénéité de sa forme et du calibre et la résistance à l'éclatement. Ensuite, on va chercher l'adaptation à la culture en hiver et à la culture en hors-sol, de façon à élargir la période de culture. Et on va rechercher de nouvelles résistances avec de nouveaux pathogènes spécifiques des cultures en hiver, mais aussi, par exemple, les variétés qu'on appelle uniforme color, qui ont un fruit qui n'a plus le collet vert des vieilles variétés, qui va progressivement envahir le marché. Dans les années 80, on a découvert une mutation naturelle qui s'appelle RIN, qui permet de conserver le fruit beaucoup plus longtemps. Et donc, c'est une variété qui s'appelait Daniela, qui a été sélectionnée en Israël, qui avait des fruits qui se conservaient
de l'ordre de 3 semaines, quand les fruits, normalement, se conservaient une grosse semaine, et qui a envahi le marché. Et donc, parce que ces fruits pouvaient voyager, pouvaient se conserver longtemps, donc ça a complètement modifié la commercialisation de la tomate et tout son marché, avec des fruits au bel aspect, très fermes et malheureusement sans beaucoup d'arômes. Donc, les consommateurs ont commencé dans les années 80 à se plaindre du goût de la tomate qui était perdu. Et il a fallu travailler dans les années 90 la qualité gustative, la qualité organoleptique. Et notamment, c'est une des dernières variétés qu'on a sélectionnées à l'INRA qui s'appelle Garance, et c'est René Damido qui a pu sélectionner cette variété, qui est un hybride rustique qui cumule à la fois des résistances aux maladies, mais aussi des critères de qualité et qui était plutôt destiné au jardin amateur, à l'agriculture biologique et à l'agriculture de proximité. Et puis ensuite, dans les années 2010, on s'est intéressé à la qualité nutritionnelle également de la tomate et plus récemment à tout ce qui concerne son adaptation au changement climatique, aux conditions agroécologiques. Et donc, pour on a recours aux espèces sauvages, encore une fois, à la fois pour les résistances aux maladies et pour les stress environnementaux, l'adaptation à la salinité du sol. On va aller chercher des gènes dans l'espèce Chesmaniae. Et quand je dis aller chercher des gènes, c'est bien de la variabilité naturelle, ce n'est pas des OGM. Adaptation au froid chez l'espèce Solanum abrocaetes qui pousse à 3000 mètres d'altitude en Amérique du Sud. Et donc, on a un très grand recours aux ressources génétiques. Et on a ce recours grâce notamment à une personne, Charles Rick, qui a consacré l'ensemble de sa carrière à des prospections en Amérique du Sud et à la construction d'une collection à l'Université Davis en Californie, à partir de laquelle il a diffusé des accessions sauvages dans le monde entier qui ont permis un très grand progrès génétique et de rechercher un très grand nombre de gènes de résistance et d'adaptation pour la tomate. Et c'est sans doute grâce à lui que la tomate a eu cet essor dans le monde entier. Il y a d'autres collections de ressources génétiques dans le monde, que ce soit en Russie avec l'Institut Vavilov, à Taïwan avec le World VEG ou bien à l'INRA où on conserve 3000 variétés de tomates. Récemment, on a travaillé dans le cadre d'un projet européen sur les variétés traditionnelles européennes avec la constitution d'une collection de tomates d'Espagne, d'Italie, de France, de Grèce. Et on a montré qu'on avait une très faible diversité au niveau moléculaire comparée aux variétés sud-américaines. Mais par contre, qu'on avait eu une diversification très rapide et indépendante en Italie et en Espagne, et que les variétés françaises étaient plutôt à la croisée des chemins et avaient bénéficié d'hybridation avec des variétés des deux pays. Alors, comment se passe le recours aux espèces apparentées? On va faire des croisements. Par exemple, ici, à gauche, vous avez les fruits de tomates cultivées, de l'espèce sauvage Penelli, et puis de l'hybride F1. On voit qu'il n'est pas très appétissant. On va recroiser par une tomate cultivée, et là, on récupère des fruits qui sont un petit peu plus rouges, un petit peu plus gros, et on va faire une série de rétrocroisements de façon à introduire les caractères qui nous intéressent. Ces croisements ont souvent des problèmes de stérilité, des caractères défavorables, des caractères inattendus, mais néanmoins, ce sont les principales étapes du progrès génétique qui ont permis de créer les variétés modernes. Et puis, les variétés modernes sont souvent des hybrides fins, c'est-à-dire des combinaisons entre deux variétés lignées pures qu'il va falloir recroiser à chaque fois qu'on veut produire de nouvelles graines. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des hybrides? Eh bien, pour combiner des gènes de résistance dominants chez les deux lignées parentales, pour avoir une plus grande stabilité du rendement, pour avoir parfois de meilleures qualités chez l'hybride par rapport aux deux parents, et puis également pour contrôler la vente de semences et donc le progrès génétique. Le choix des combinaisons hybrides va se faire sur des caractères horticoles, des caractères de qualité, et puis il faut savoir qu'il faut au moins 10 à 15 ans pour créer une nouvelle variété. Néanmoins, la sélection privée est très dynamique et on a plus de 50 variétés nouvelles chaque année qui sont adaptées chacune à des types variétaux particuliers ou bien des régions de production, des conditions de production.
La rançon du succès, ça a été le goût de la tomate qui a été relativement critiqué du fait, d'une part, de sa désaisonnalisation, de son uniformisation, de l'uniformisation de la production avec presque 80% de la tomate qui est produite en serre, mais aussi d'un aspect plutôt de nostalgie, de modification du goût des consommateurs. Et il faut savoir que le goût donc est très complexe puisqu'il s'agit de la combinaison des saveurs sucrées, acides, des arômes, et il y a au moins 400 composés aromatiques dans la tomate, dont 30 sont vraiment importants pour reconnaître l'arôme d'une tomate, et puis de la texture. Est-ce que la tomate est ferme, fondante, etc. Donc, on a pu étudier la diversité des consommateurs, des appréciations des consommateurs, et montrer qu'on avait des consommateurs très diversifiés, certains traditionnels qui aimaient plutôt les les variétés grosses, fondantes, de type ancien, d'autres gourmets plutôt qui aiment le goût intense, les types cocktails ou petits fruits, des classiques qui aiment les tomates plutôt fermes, peu aromatiques, rondes, en vrac, et puis des indifférents qui aiment les tomates fermes et qui voient peu de différence entre les variétés. Donc là, c'était à partir d'une caractérisation qu'on a fait avec le CTIFL, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Donc la qualité de la tomate, je travaille dessus depuis 30 ans et c'est toujours aussi complexe. Toute la filière est responsable de la qualité. Depuis la création de la variété, là c'est la génétique, mais aussi les conditions environnementales, les conditions de production, la lumière, la nutrition, l'humidité, la température, la densité de plantation, et puis les conditions post-récolte, le stade de récolte, si on récolte les tomates un peu avant maturité ou juste à maturité, et les conditions de conservation. Ne jamais mettre les tomates dans un frigo parce que sinon, on a montré que les arômes allaient être complètement bloqués et donc on aurait de toute façon des tomates moins goûteuses. Et puis, on a des interactions très fortes. Suivant les variétés, on n'a pas les mêmes réponses à l'environnement ou aux conditions post-récolte. Donc, en conclusion, la tomate est venue d'Amérique du Sud il y a très longtemps, plusieurs siècles, et elle s'est adaptée à la culture dans le monde entier. Aujourd'hui, on a de très nombreuses variétés sélectionnées. On considère qu'on a plus de 80 000 variétés qui ont été sélectionnées au fil des années. Et puis, on a de nouveaux enjeux. On doit produire des variétés plus sobres qui, par exemple, dans les serres, demandent moins de chauffage, qui répondent aux attentes des consommateurs de qualité, voire parfois à des usages un peu particuliers, comme ici la tomatina, qui est la fête de la tomate dans un petit village d'Espagne où ils jouent avec les surplus de tomates qui n'arrivent pas à atteindre les conserveries. Je vous remercie. Et puis, pour répondre avant de répondre à vos questions, je vous propose un menu qui était proposé à Avignon uniquement à base de tomates et en plein été. Je vous remercie de votre attention. Merci Alors, Mathilde. voilà. Je pense que Noël va reprendre la parole, mais pour l'instant, Voilà, j'ai remis mon micro. On a oublié pour les questions de préciser qu'il fallait les poser sur Q et R. C'est bien ça, ah Yvette? oui, j'ai oublié, excusez-moi. Vous Voilà, avez une rubrique Q et R, questions et réponses. donc Probablement pas n'hésitez votre pas choix. à poser vos questions. Alors là, j'en ai une. Mathilde, depuis quelques années, un nouveau virus est apparu, virus du fruit rugueux. Quel risque pour les producteurs et les jardiniers amateurs? A-t-on des ressources génétiques qui permettraient d'introduire des résistances? Effectivement, Je il y a un veux poser une virus question. au nom Qui a barbare parlé. de Vas-y, parlez de la Tomato Brown Rugose Fruit Virus, TOBRFV, qui est apparu en 2014 en Jordanie et en Europe de l'Est et qui progressivement a envahi le monde. Et aujourd'hui, c'est un organisme de quarantaine. Donc en France, normalement, si un producteur a du TOBRFV, la production doit être détruite. Mais c'est un très gros problème dans les pays donc, méditerranéens.
Et les sélectionneurs très vite ont réagi en criblant les espèces sauvages de tomates pour rechercher des ressources génétiques résistantes. Ils en ont trouvé un certain nombre et ils sont en train déjà d'introduire Bon, les gènes de tu vois, résistance dans… et Madame Causse, elle raconte la tomate. Je veux lui poser une question, je ne peux pas. Si, Juste on vous entend. question-réponse. On vous entend, vous pouvez poser une question, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Entendu. Mm. Elle t'entend. Donc, par rapport à ce virus, Et après, tu peux poser ta question. le TOBRFV, Normalement, d'accord. il y a des sources de résistance. Il y aura bientôt des variétés résistantes sur le marché. Le problème pour le jardinier amateur qui aime les vieilles variétés, par contre, c'est que toutes les anciennes variétés sont sensibles à ce virus. Donc, Oui, merci, merci Mathilde. Donc Dominique, si vous voulez poser une question, vous la posez maintenant, mais sinon, il faut l'écrire dans Q et R. Oui, oui, excusez-moi. Allez-y, allez-y. On m'entend, mais vous ne voudrez mieux pas m'entendre. Juste, vous avez parlé de Daniela. Est-ce que vous avez la même version que moi sur l'origine de cette variété? Merci. je ne sais pas quelle origine vous avez. Daniela a été sélectionnée par la société de sélection Azera en Israël. La mutation d'inhibition de la maturation, c'est en fait une mutation particulière dans un gène qui s'appelle Ripning inhibiteur. C'est un inhibiteur de maturation. Et donc, ce gène était connu depuis longtemps, mais associé à beaucoup de défauts. Et c'est Azera qui a pu commercialiser, créer la variété Daniela, qui a tout de suite été un grand succès et qui est encore parfois cultivée. Néanmoins, il y a très peu de variétés maintenant de très longue conservation comme Daniela. On est revenu en arrière sur le niveau de conservation des fruits et sur leur fermeté, parce qu'on avait vraiment des fruits très, très fermes. Je peux vous donner ma version? Rapidement, s'il te plaît, oui. Oui, oui, oui. En fait, ce que j'ai appris, c'est que en fait, un sélectionneur israélien dont je ne connais pas le nom se promenait en Sicile dans les champs de production de tomates en Sicile. Et il a repéré quelques plantes où les fruits ne pourrissaient pas. Et pourquoi il a appelé sa variété Daniela, vous savez? Parce qu'à l'époque, dans les années 60, le rock, le hit paradisien, ça s'appelait Daniela. C'est tout, j'ai fini. Bon, D'accord, merci. merci pour ces précisions. Euh, Et Dominique, effectivement, dans le sud de l'Europe, on cultivait des variétés de longue conservation qu'on conservait pour avoir des fruits tout l'hiver, en fait. On coupait les plantes une fois que l'hiver arrivait et on les gardait au grenier avec des fruits qui restaient verts jaunes, mais qui fournissaient quand même un petit peu des fruits pour l'hiver. voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, du coup, on va reprendre la liste des questions. Alors, il y en a peut-être une qui va dans le même sens. Je ne sais pas. Quelqu'un nous demande, est-ce que vous avez une explication à la perte de goût des tomates et est-ce qu'elles étaient vraiment plus goûteuses avant? Vaste question. Donc, comme je vous dis, j'y travaille depuis 30 ans. Le problème du goût, c'est que comme je l'ai montré, il n'y a pas un goût de la tomate, mais il y a plusieurs perceptions et plusieurs attentes des consommateurs. On a fait des tests où on a testé en parallèle des variétés qui avaient le même aspect, qui étaient modernes, et des variétés anciennes, de type marmande, par exemple, avec des fruits très côtelés, ou bien des types très ronds, ou bien des types allongés. Et on a montré que ce n'était pas toujours finalement les variétés anciennes qui étaient les plus appréciées par les consommateurs quand ils ne savaient pas le type variétal. Donc, ce n'est pas toujours une perte de goût. Il y a des variétés qui sont intéressantes aussi au niveau moderne. Il y a des variétés anciennes qui sont très bonnes et des variétés anciennes qui sont particulièrement pas très bonnes. Voilà. Donc là, j'ai une autre question. Qu'en est-il de la résistance au mildiou? Alors, pour le mildiou, malheureusement, on n'a pas de gène de résistance à 100%.
Donc, on travaille, et notamment dans l'équipe de Véronique, que vous allez entendre plus après sur le piment, mais elle travaille aussi un petit peu sur la tomate. On travaille sur le mildiou, mais en cherchant à combiner des gènes de tolérance et des substances de défense des plantes qui permettraient d'augmenter la tolérance au mildiou. Merci. Alors, alors une question, quelqu'un qui te remercie pour cet exposé et qui demande, qu'en est-il des projets souvent avortés de la pommade entre pommes de terre et tomates? Oui, il y a eu, comme la réponse est dans la question, il y a eu beaucoup d'essais. Alors, je crois qu'on arrive à greffer la tomate sur la pomme de terre, et le rêve, c'était d'avoir des pommes de terre en dessous et des fruits au-dessus. Mais je crois qu'on a des plantes qui sont complètement stériles et on n'a plus rien ni en dessous ni en dessus. Voilà. Et alors, après, une question d'un spectateur anonyme. Alors, c'est amusant parce que c'est une question sur les OGM. Y a-t-il des variétés OGM parmi les variétés détenues par INRAE et dans le monde? Alors, dans notre conservatoire de ressources génétiques, il n'y a pas de variété OGM. Par contre, on travaille en termes de recherche sur la transformation génétique. Maintenant, il y a de nouvelles techniques pour transformer qui sont moins, qui affectent moins le génome que les OGM, mais c'est plus un objectif de recherche aujourd'hui à l'INRAE. Et par contre, dans le monde, il faut savoir que la tomate a été la première espèce pour laquelle des tomates transgéniques ont été consommées, ont été commercialisées. Dans les années 90, il y avait une variété qui s'appelait Flavor Savor, qui a été produite aux États-Unis et qui était vendue en boîte de conserve. Et à l'époque, ils étaient très fiers de la vendre avec un grand label tomates faites avec des OGM, et ils espéraient bien vendre leurs tomates, mais c'était un gène, elles avaient été transformées pour augmenter la conservation du fruit, et malheureusement pour les chercheurs qui ont produit cette variété, c'était en même temps que Daniela, qui elle se conservait beaucoup mieux et était issue d'une variabilité naturelle. Donc, du coup, Flavor Savor a été retiré de la vente quelques années plus tard, d'autant que assez vite, finalement, les consommateurs, même américains, se sont rebellés contre les OGM, et c'est devenu assez compliqué de commercialiser ces variétés. Voilà. Depuis, il y a eu beaucoup de travaux de recherche, mais pas de variétés, à ma connaissance, commercialisées. Alors, si je ne me trompe pas, je n'ai plus de questions dans ma liste. Je voulais juste faire un parce que j'avais lu il y a longtemps. Donc, tu as montré, Mathilde, le pic de production en juin-juillet, c'est ça, par là. Et c'est très marrant parce que l'approvisionnement de la ville de Paris en tomates a été extrêmement perturbé par la mise en place des congés payés. C'est-à-dire que les gens partant en juillet et août, il n'y avait plus d'approvisionnement enfin, il n'y avait plus besoin d'autant de tomates sur le marché. Ben oui, C'était parce qu'il y a eu tout un moment où on a organisé le transfert des tomates vers les grandes villes, mais s'il n'y a plus de consommation, à ce moment-là, il faut réorganiser la consommation. Voilà. Oui, ou trouver La des commercialisation, ça a été tout le problème. précoces tardives, etc. Ben, je crois qu'on va s'arrêter sur Il y ce avait- commentaire. Merci beaucoup, Mathilde. Donc là, je